Donc on fait l'entretien en français ? En français, oui. Ouais. Oui, alors d'abord j'aimerais qu'on parle du choix du titre, c'est un peu pour faire rentrer dans l'entretien, parce qu'en français donc c'est Candide et Lubric, c'est pas tout à fait le titre anglais, et en même temps le titre il est explicité à la fin du livre, enfin vers la fin du livre, 100 pages avant la fin. Donc pourquoi le choix de ce titre ? Parce qu'évidemment en français Candide ça appelle c'est déjà quelque chose. Oui. Ouais. Oui, donc on en a beaucoup parlé parce que Lurid and Cute, je crois que c'est mon châtiment parce que je venais de publier un livre sur la traduction qui a essayé de démontrer que la traduction était absolument possible et que l'intrusif n'existait pas. Et donc mon prochain roman c'était avec ce titre intraduisible, parce que ce mot lurid, c'est un mot anglais très utile, mais je ne pense pas qu'il y a un mot, je ne sais pas, d'une langue avec un tel mot. Et parce qu'il y a beaucoup de connotations du mélodrame, du son, du mauvais goût, quoi. Et ce que je voulais avec le titre en anglais, c'était que lurid and cute sont des tons. Ils sont des tons à la fois existentiels et esthétiques, mais sur le niveau esthétique, ils sont absolument interdits quoi, dans les bonnes œuvres. Et donc, mais moi, je voulais élargir un peu le champ des tons possibles. Donc, on a essayé de trouver... et ce qui était vraiment important, c'était qu'ils sont presque contradictoires. Que quelque chose qui est lurid ne peut pas être cute en même temps. Mais pour moi, ils étaient liés. Et donc, on a essayé de trouver un autre couple contradictoire, mais lié. Donc, on a concentré sur Candide et Lubric, ce que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle Baudelaire surtout. Et donc, il y avait vraiment un côté baudelairien dans ce livre. Et surtout, je crois, c'est Carnet. Et donc... c'est excellent cette idée de comment est-ce qu'on peut mettre l'idée de son cœur mis à nu et tout ça et l'impossibilité de le faire, ça c'était très important. Donc pour moi c'était une très bonne traduction, même si ce n'est pas du tout une traduction. Et alors est-ce qu'on pourrait parler de l'inspiration du livre, parce que bon, évidemment on pense comme souvent à Kundera, on peut penser à Lolita, on peut penser à De Quincey, à James, voire à Joyce d'ailleurs. Mais peut-être. Et puis il y a toutes ces inspirations aussi dans le livre, mais on en parlera d'une culture plus pop, la bande dessinée, les films de kung-fu, les films pornographiques, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une inspiration véritablement du livre, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose d'inexplicable, il y avait une nécessité, c'est pas né de quelque chose, je sais pas. Je crois que pour moi, il s'agit toujours des deux à la fois. C'est toujours, quand j'écris quelque chose, quand je commence quelque chose, ça commence toujours avec une voix, avec une manière de raconter une histoire. Et ici, je crois que c'était la voix qui m'a vraiment tenté. Et c'était ce ton un peu bizarre, ce mélange de l'innocence et en même temps de culpabilité absolue. Et donc, et pour moi, c'était vraiment une nécessité, c'était quelque chose, ça me permettait de dire des choses vraiment indicibles, et en même temps, ça me rappelait beaucoup un temps que je voyais autour de moi, dans notre culture. Mais en même temps, vraiment, oui, quand j'ai commencé quelque chose, mes carnets, ce sont... j'entasse toujours des sources, des similarités. Donc, pour moi, en fait, vous avez mentionné plusieurs auteurs, mais pour moi, le plus important, je crois, dans ce livre, c'était Proust. Et pour moi, il y avait en quelque sorte un mélange de hip-hop et Proust dans ce livre. C'était un Proust de bande dessinée. Ouais, c'était ça mon idée. Et alors, ce qui est très important évidemment dans le livre, c'est le personnage. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un narrateur, parce que
on n'est pas dans du récit, c'est du discours, c'est une voix qui s'exprime, etc. Ouais. On va y revenir, mais ce personnage n'a pas de nom, alors que tous les autres personnages ont un nom. Ouais. Et est-ce que c'était pour qu'il soit une forme de voix du contemporain, peut-être, parce qu'à un moment donné, il parle beaucoup de ça, d'aujourd'hui, de ce que c'est qu'être aujourd'hui, de ce que c'est que de parler de soi aujourd'hui, ou d'être dans une ère où tout se dit finalement, ou est-ce que c'est lié à autre chose, et peut-être au fait que ce personnage est assez proche de ceux de politique ou de l'évasion, à certains côtés, mais ça aussi j'y reviendrai. Donc pourquoi il n'y avait pas de nom? Oui, bon. En fait, dans la première esquisse, j'ai décidé de lui donner un nom très différent. Et je pense que c'était un chinois ou quelque chose comme ça. Et c'était pour me donnait la distance, et donc ça me permettait de dire des choses que peut-être je n'oserais pas dire autrement. Mais je me souviens, je parlais avec une amie romancière, et on parlait de ça, et j'ai dit oui, maintenant ça vient, ça commence à marcher. Et elle m'avait dit, c'était un très bon conseil, elle m'avait dit, alors maintenant que ça marche, tu dois enlever le nom, parce que ça va te donner beaucoup plus de risques. Et je crois que... parce qu'en plus, je pensais beaucoup à Proust, comme j'ai dit, et donc cette idée, ce qu'il fait avec Marcel dans le livre, et donc... Pour le moment, je pensais, est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que ce narrateur, on peut lui appeler Adam? Mais en même temps, je pensais, non, ça c'est trop facile. Ça c'est un peu... le plus dangereux, c'est de le laisser son nom. Et je pense que c'était parce que je voulais cette confusion entre moi et le narrateur. Et pour le lier, oui, aux expérimentations avec le voix que j'avais fait en politique et l'évasion. Alors que dans ces deux romans, c'était plus explicitement la voix du romancier ou d'une version du romancier. Et aussi pour qu'on puisse le confondre avec le lecteur. Et donc, c'était cet espace entre le lecteur et le narrateur, et entre le lecteur et donc le romancier soi-même, que je voulais vraiment explorer et peut-être diminuer, quoi. Je voulais... écrire un roman vraiment claustrophobique. Et parce que je crois que dans chaque roman, pour moi, il s'agit toujours d'essayer d'exploser le roman et d'essayer de faire quelque chose de nouveau au niveau de la forme. Et donc ici, pour moi, c'était vraiment cette intimité qui me séduisait. Donc, et oui, il y avait cette idée du contemporain, d'une voix presque qu'on pourrait entendre dans un bar ou dans un restaurant, si on sortait maintenant, mais je crois que c'était plutôt pour créer cette claustrophobie. Oui, mais c'est parce qu'il y a toujours ce mélange et ces contradictions, c'est-à-dire à la fois c'est la voix dans un bar, ce serait aussi peut-être le roman tel que le pratique, je sais pas, Bret Easton Ellis ou Tao Lin, mais ici c'est juste des moments, c'est pas l'ensemble du livre qui est comme ça, c'est par passage, c'est presque comme une tentation une certaine tentation du roman au milieu de centaines d'autres, quelque part. Oui, et quelquefois, je crois que, oui, ce qui me rappelle un peu les Bret Easton Ellis ou quelqu'un comme ça, c'est que il y a beaucoup de moments d'un ton très plat, où il raconte quelque chose de dégoûtant et de terrible, mais dans une façon absolument monotone, quoi. Mais en même temps, mais il y a un côté beaucoup plus baroque aussi, et donc c'est pas... Oui, quelqu'un comme Tao Lin, je l'admire, mais je crois que c'est un peu trop limité pour moi. Alors qu'ici, je voulais utiliser ce ton, mais avec plusieurs d'autres en même temps. Oui, et puis c'est presque aussi le côté drogue, le fait d'écrire sous narcotique, de jamais savoir si l'expérience elle est sous drogue ou si... c'est comme ça qu'il la raconte, parce que c'est comme ça qu'il l'a vécu, et il y a tout ce jeu aussi entre ce qu'on vit, ce qu'on imagine, finalement ce qu'on imagine et ce qu'on a vécu, enfin il y a toujours ce... Oui, il est toujours à la recherche du réel, et donc oui, et c'est... Jusqu'à la fin, et je pensais que, les drogues, c'était... Pour moi, c'était plutôt une blague, c'était parce qu'ils ne sont jamais nommés, c'est pas du tout comme si je voulais vraiment dresser un portrait d'une génération droguée, mais en même temps, je connais plusieurs personnes
toujours en les médicaments et tout ça. Donc c'était pas du tout les drogues comme l'héroïne ou le cocaïne, mais c'était plutôt les drogues plus domestiques quoi, que je voulais inclure dans ce roman. Et oui, je pense qu'il y a un moment dans un roman de Martin Amis où un narrateur dit si je ne te dis explicitement, je suis toujours en train d'allumer une autre cigarette. Et moi je pensais c'était la même chose, mais pour les drogues, il est toujours en train d'avaler quelque chose. Mais je crois que c'était plutôt, oui, mais c'était plutôt aussi pour me permettre une certaine liberté avec les événements. Et donc, parce que je voulais avoir ce côté très très quotidien et en même temps très filmique, quoi. Et donc, pour moi, parce que je suis assez anglais, donc je peux pas faire simplement surréaliste sans une soupçon de motivation. Donc, les drogues me permettaient ça. Oui, et puis comme c'est une narration rétrospective depuis un après, et quelque chose qui lui est arrivé, on peut pas tout raconter parce que c'est aussi la dernière grande scène du livre qui est très développée, mais c'est presque un des prétextes qu'il donne pour justifier aussi son comportement, parce que c'est aussi un personnage qui est un peu névrosé, qui est un dauphin, comme c'est traduit par Nicolas Richard, qui est un héritier. C'est dauphin dans le texte. Ah aussi, ouais. Ah oui, qui est très protégé, avec une mère particulière, on va dire. Et donc, la drogue, ça peut très bien être parmi toutes les choses qui lui font justifier aussi son comportement. Oui. Enfin, c'est pas central dans le texte. Enfin, c'est pas un livre sur la drogue, quoi. Enfin, oui, parce que je pense que je pensais beaucoup au conte des fées presque, où comment est-ce qu'on peut d'un coup être dehors de sa vie. Ça, c'était vraiment pour moi un des sujets les plus importants dans le livre, que petit à petit, et donc il se rend compte que petit à petit, il est presque à l'extérieur de son monde. Et donc, c'est intéressant parce que oui, c'est ce côté du narratif du point de vue rétrospectif, c'était très important parce que c'est vraiment le vrai sujet de ce livre, je crois, c'est le temps. C'est pour ça que je crois que c'est le plus mélancolique que j'ai jamais écrit. Je crois que le vrai décalage, c'est entre le mois qui commence le livre et le mois qui le finit, parce que c'est absolument changé. Et c'est changé évidemment par les terribles événements, mais en même temps, c'est simplement changé par le temps. Et donc ça, c'est pour ça que je pensais vraiment à Proust, parce que je crois que c'était vraiment comment refaire ça avec ce jeu avec le narrateur, et avec un narrateur qui se dédouble, qui se décortique. Ça, c'était ce que je voulais examiner, je crois. Oui, donc c'est vraiment la recherche du temps perdu pop, parce qu'il y a aussi le côté, à un moment donné, il commence à écrire, il parle de son journal, etc. Enfin, donc il y a aussi cette quête du livre, qui est très proustille. Oui, parce que je ne sais pas s'il est vraiment romancier. Non, lui, il pense beaucoup plutôt au crâné, au ciné, au journaux. Et ça m'amusait aussi, qu'évidemment, il est en train d'écrire un roman, mais il ne sait pas. Mais aussi, ce que je voulais faire avec Proust, je crois que c'est presque, je voulais le salir un peu avec des idées plus éthiques, parce que ce que me manque un peu dans Proust, c'est même s'il y a des moments de culpabilité et d'angoisse comme ça, je crois que l'éthique, c'est presque absent dans le livre de Proust. Et moi, je voulais voir, est-ce qu'on pourrait les mélanger un peu, cette idée d'une soi infinie, d'une soi multiple. Mais je crois que si on croit vraiment dans une soi multiple, on doit un peu réviser ces idées de l'éthique. Et c'était ça. Qu'est-ce que c'est la culpabilité si on est infini? Ça, c'était pour moi l'une des questions que je voulais montrer. Et alors, le personnage, c'est aussi un personnage, alors bon, dès le titre, et puis c'est jusqu'à la dernière ligne du texte, c'est un personnage qui est pétri de contradictions. Alors, à un moment donné, il est écrit qu'il est hyper flémactif. Donc, il y a plein de citations, de bouts de texte que j'aurais pu citer, mais j'ai eu l'impression qu'il était aussi la figuration, dès le début, alors d'un truc un peu technique, mais du roman entravé
ce qu'on appelle le roman entravé ou le roman aporétique, c'est-à-dire quand on met le personnage et tout le livre dans une situation impossible. Ouais. Et après, il faut trouver une issue de secours. Et lui, c'est vraiment ça. C'est chaque option était sans issue. Il est partagé entre son désir et voir son amour et sa volonté de ne pas heurter et sa femme et sa maîtresse, voire une troisième, puisqu'il ajoute encore une possibilité. Mais est-ce qu'il y avait cette volonté aussi de jouer, et c'est ce qu'indiquerait le titre, avec tout ce qui rendrait finalement le récit impossible et le faire quand même avancer? Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, parce que je crois que sur le niveau de la trame, du sujet, oui, il cherche, il dit toujours qu'il n'y a pas d'issue, qu'il est forcé à faire quelque chose, et donc c'est pas sa faute. Et donc ça m'intéressait beaucoup, oui. Et donc c'est vrai que c'est aussi sur le niveau de la narration que... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de paragraphe, que c'est un seul jet, même avec ses intertitres. Ouais, on va en parler. Mais, Ils sont beaux. Mais je voulais, oui, c'était comme si le lecteur aussi était piégé dans cette narration. Et que, oui, finalement, la seule issue, c'est l'écriture. Et même si c'est pas, peut-être, je ne sais pas si je suis aussi prussien que ça. Et donc, ce triomphe de l'écriture, moi, je ne sais pas si c'est aussi triomphal que ça. C'est pas comme la fin de la recherche. C'est beaucoup moins sûr de soi-même, je crois. Mais oui, c'est très intéressant parce que je pensais beaucoup à l'idée de l'impossible et le possible. Et pour moi, je crois que c'est lié un peu à cette question de l'utopie, parce que je suis toujours étonné en finissant un livre que, comme toujours, j'ai des personnages qui veulent faire une utopie en quelque sorte, mais une utopie qui est absolument immorale en quelque sorte. Et donc, ça m'intéresse qu'ils veulent toujours se vanter de ces idées très morales. Ils disent, parce qu'ils disent, ah oui, si on n'a jamais couché avec quelqu'un, on doit toujours maintenir des relations avec elle, parce que sinon c'est terrible, c'est impoli. Et il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup chez lui. Et donc c'était pour explorer, mais évidemment c'est une piège aussi, et c'est pour ça qu'il complique sa vie dans une telle façon. Et donc oui, l'idée qu'on essaie de faire le bien, et ça entraîne nécessairement le mal, ça c'était très intéressant, et ça, pour moi c'est lié à cette idée du possible. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que c'est un personnage qui veut toujours essayer quelque chose de nouveau, il est dans une espèce de quête éperdue d'excitation, et il y a toute une page là-dessus qui est absolument géniale, parce que en fait ça parle aussi du roman et de ce que c'est que lire après, donc ce que je voulais, c'était de l'excitation dans ma vie. S'il te plaît, intéresse-moi, implorais-je le monde. Qu'y a-t-il de pire que de souffrir d'ennui? Et donc, il y a ce personnage qui, alors sur le plan sexuel, veut un peu tout essayer, un peu malgré lui aussi. On a l'impression qu'il se retrouve dans des situations qu'il n'a pas forcément désirées, mais bon, après, c'est peut-être aussi ce qu'il raconte. Mais c'est comme si aussi le roman passait par toutes les situations possibles pour s'échapper, pour s'évader, c'est un grand thème à vous, mais et trouver encore quelque chose de nouveau, donc quelque chose d'excitant. Par exemple, quand le personnage dit « ça me fait penser au héros de Kung-Fu de ma jeunesse », ou pour parler comme dans les films de Kung-Fu de ma jeunesse. Et du coup, il va vivre des scènes un peu comme ça, où la scène finale, donc il peut rappeler de grandes scènes, ou même l'orgie, etc. Enfin, et donc, comme s'il fallait les essayer, mais dans une gradation, toujours aller plus loin, plus haut, pour continuer à vivre ce désir ou cette excitation. Oui, il dit toujours qu'il est contraint à le faire, mais c'est vrai qu'il a un vrai désir de l'excitation. Et ça m'amuse parce que j'avais complètement oublié ce passage, mais parce qu'en ce moment, je médite beaucoup à cette idée de l'intéressant, parce que je crois que c'est comme Lurid and Cute, c'est une catégorie esthétique, mais qu'on ne veut pas vraiment aborder. C'est un peu le mauvais goût de dire mais ça ne m'intéresse pas. Mais de plus en plus, je crois que
la seule tâche d'un livre, c'est d'être intéressant. Et donc, et je suis toujours, de plus en plus, intéressé par le sujet de l'ennui. Parce que je crois qu'il faut toujours avoir confiance en son ennui. Ça te dit toujours quelque chose. Et je crois qu'avec une œuvre d'art, ça dit souvent, quelquefois c'est sa faute. Et donc, si on essayait, on trouverait l'intérêt d'un livre ou d'un film. Mais je pense que de plus en plus, si quelque chose t'ennuie, c'est parce que il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'œuvre, il y a quelque chose pas explicite. Et donc, et ce que je voulais dans ce livre, oui, c'était de faire expliciter tout, d'essayer de le faire, de donner l'impression de le faire. J'ai oublié ta question. Non, mais ça va, c'est parfait. Il y a une question que je voulais poser par rapport au titre aussi, parce que Candide et lubrique, comme je le disais tout à l'heure, en France, Candide, évidemment, c'est Voltaire. Ouais. Aussi, c'est un adjectif, mais on a tous étudié Candide, etc. Et en même temps, il y a un truc auquel j'ai pensé en lisant le livre, c'est une phrase d'Italo Calvino quand il commente Voltaire, justement, dans La machine littérature. Je ne sais pas si... Oui, je connais. Il dit que Candide, c'est ce personnage de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il peut se relever de tout, et donc il lui arrive les pires catastrophes, mais il continue son tour du monde, rien ne l'arrête. Ouais. Et à un moment donné, on dit tu en fait. Oui, ça va être plus simple. Tu passes tu le dis, enfin, c'est au tout début, le personnage dit « Je me réveillais désormais chaque jour, tout simplement hébété par la réalité, comme n'importe quel personnage de bande dessinée qui se retrouve à l'horizontale après un combat, avec moult chandelles qui tournaient au-dessus de sa tête, rouleau compressé. » Et il y a de ça aussi, Candide, c'est ce héros... presque plastique, à qui peut tout arriver. Enfin, c'est le personnage de roman par excellence. Mais c'est intéressant parce que au début, quand j'ai commencé ce livre, je me souviens, j'ai relu cet essai de Calvino, j'avais oublié, mais je suis sûr que c'était logé dans ma tête. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, ça me rappelle, c'est parce que je pensais beaucoup, quand je pense que dans ce paragraphe-là, je pensais plutôt à Don Quichotte, l'idée d'un héros qui ne peut pas être vaincu, qui peut triompher toujours. Et pour moi, ce personnage est un peu un petit Candide, un petit Don Quichotte. La réalité essaie de le nier, de le refuser, mais il refuse ça toujours. Il dit non, je ne suis pas vaincu, je vais revivre. Et donc, oui, ce côté d'une personne... c'est intéressant aussi parce que je crois qu'il s'agit toujours de la question du bonheur. Il y a ce mot de Barthes sur Voltaire aussi, que c'est le dernier écrivain heureux. Et ça m'a vraiment plu aussi. C'est que c'est toujours un idéal pour moi d'être le dernier écrivain heureux, parce que je crois que cette recherche du bonheur et ce plaisir dans le texte et tout ça, c'est un peu démodé, quoi. Et donc, mais pour moi, la question du bonheur, ça s'impose de plus en plus comme un sujet. Et ici, je crois que ce qui rend pour moi ce personnage très sympathique, c'est que il ne veut que le bonheur pour tout le monde. Il dirait ça. Et évidemment, avec cet idéal, il détruit des relations très importantes. C'est un homme violent et terrifiant en quelque sorte. C'est psychopathique. Mais en même temps, ce désir est sincère. Et oui, je sais que, parce que si on mentionne quelqu'un comme Candide ou Voltaire, j'ai toujours cet idéal un peu du 18e, de la légèreté, d'une narration à la fois très méditée mais très vite en même temps, où les événements peuvent se succéder très vite et oui, avec une légèreté avec laquelle on traite le réel. Ouais, alors du coup, on passe de Proust pop à Candide mais écrit par Stern. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'il y a tous maintenant, évidemment, je peux décortiquer le roman et peut dire ah oui, je peux voir Candide, mais c'est jamais dans sa tête quand on écrit. Et donc, et c'était vraiment pour travailler ce ton
Pour moi, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, je pense que c'était vraiment le temps qui m'a mené aux découvertes de ce personnage. C'était les contradictions et les faux innocences et les innocences sincères et tout ça. Ça, c'était vraiment intéressant de suivre l'évolution de sa pensée. Et alors, ce qui frappe aussi avec ce personnage, et là je vais revenir sur d'autres textes que tu as écrits, c'est que il a une identité multiple, et c'est un peu ce qu'il cherche aussi. Il parle des multiples facettes de sa personnalité, enfin de la multiplicité aussi de son identité. Et l'individu est une petite séquence ou un fagot, et vous ne voyez jamais la totalité de ses facettes. Ouais. Et moi, je me suis posé la question parce que j'ai lu Politique, j'ai lu L'Évasion, et j'ai eu l'impression que c'était comme la troisième version, peut-être, d'un même personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui est pris dans une quête identitaire, morale, parce que c'est très important aussi, sexuelle, qui a lui aussi une passion de la digression, évidemment, qui a envie de s'évader, livre, le mot, pardon, et dans le livre. C'est un adepte du roman multiple aussi, donc quelque part aussi de l'essai. Et est-ce qu'on pourrait pas voir ces trois textes, alors sinon comme une trilogie évidemment, mais comme trois tomes d'une même quête identitaire, morale, sexuelle? Oui, et c'est intéressant parce que j'ai l'impression maintenant que ça représente un peu la clôture de quelque chose, que j'ai vraiment l'ambition de faire quelque chose de très nouveau et très différent avec mon nouveau projet, mais je peux voir, oui, je pense que c'est pas tout à fait le même personnage, non, mais évidemment il y a des thèmes qui reviennent, et je crois qu'avec ce roman je voulais peut-être combiner quelque chose qui était séparé dans les autres romans, c'est-à-dire dans les deux autres romans, le narrateur du romancier, donc le narrateur très digressif, était séparé du personnage assez libertin. Et ici, c'est la même chose, c'est le narrateur digressif et aussi un personnage en quête d'un libertinisme ou d'une liberté sexuelle, etc. Et oui, je crois que cette idée de la multiplication, ça, c'est dans les trois livres et aussi dans le livre multiple, dans mon livre d'essai. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que c'est quelque chose toujours un peu inexploré, parce qu'on sait ontologiquement qu'on vit dans un état de multiplication, c'est-à-dire les gens nous parlent de nous, mais toujours avec des mensonges, avec des fautes, mais on ne le sait jamais exactement, mais on sait que ça se passe parce qu'on sait qu'on le fait avec des autres. Et en même temps, on sait que le temps se divise et que le temps te divise en même temps, qu'on n'est plus, on n'est vraiment pas du tout la même personne qu'auparavant, mais on doit maintenir cette fiction. Et donc, je crois que ce que j'ai voulu faire, c'est de dire dans ces trois romans, mais vraiment, est-ce qu'on pensait dans une façon plus sobre, plus sévère, est-ce qu'on devrait admettre que nos manières de vie, que nos manières de dépenser le temps sont un peu mal à l'aise, quoi, qu'on ne vit jamais sincèrement. Parce que je crois que pour moi, dans ces livres, c'est toujours il s'agit toujours d'un essai avec la sincérité. Et ça m'intéresse parce que souvent, si moi je fais quelque chose et je me suis dit, ah mais maintenant tu as fait trop, Adam, c'est trop sincère, c'est trop, tu as quitté la littérature. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours ces moments qu'après, à la fin, me semblent les plus littéraires, les plus formels, quoi, que toujours ce jeu que je fais avec la métafiction. Et en fait, c'est un essai de franchir le seuil de la littérature, mais en même temps, ça accentue la littérature en même temps. Ouais.
Et il y a une phrase dans l'Évasion à laquelle j'ai repensé en lisant ce texte, parce que j'ai eu l'impression que c'était presque la matrice de celui-là, de ce roman. C'est nulle expérience, donc c'est pour Hafner, c'est ça, il s'appelle Hafner. Ouais. Nulle expérience n'était aussi plaisante que son récit. Oui. Et là, les expériences, elles sont, alors même pas récit, elles sont discours tout le temps, enfin, c'est une forme de récit quand même aussi, évidemment, mais je dirais, c'est presque lié à ça. Il y a ce plaisir de raconter d'une certaine manière. Il y a ce jeu aussi avec le mensonge qui est le cœur du roman, enfin, et de la narration. Ouais. Et donc, on a l'impression, il y a ce plaisir qui n'est pas qu'un plaisir sexuel, même si c'est très important, on va y revenir, mais qui est un plaisir de lecture aussi, le plaisir du texte, quoi. Oui, j'en suis sûr. Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette phrase aussi, mais c'est absolument, c'est très juste que dans ce livre aventure, il s'agit de la relation entre l'événement et son récit. Et sa perception aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a les 3 strates, en fait. Oui, il y a ce côté Heisenberg, la narration, ça change l'événement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé, je crois, dans la littérature. C'est comment... Parce que je crois qu'il y a ce côté assez classique, je veux toujours essayer de trouver la vérité ou des formes platoniques comme ça, mais en même temps je suis aussi assez postmoderne et donc je ne peux pas me convaincre d'y croire. Mais les deux quêtes coexistent. Et oui, donc absolument, c'est de plus en plus, je crois, j'ai vu ces livres comme liés. Et c'était un peu déprimant en même temps, parce que chaque fois que je finis un roman, je veux que ça soit une rupture totale avec ce que j'ai fait. Et toujours, je dois me rendre compte que c'est... je suis pas d'accord, c'est-à-dire que d'un point de vue formel, c'est très différent. Oui, ça c'est vrai. C'est très différent, c'est ça qui est important. Après, qu'un auteur ait des obsessions ou des tropismes, c'est normal. Oui, c'est normal, mais ouais. C'est mon désir de me multiplier. Oui. Et oui, mais il faut qu'il y ait une cohérence aussi, là, il y a les deux. Et parce que l'autre phrase, alors du coup j'hésite parce que tu vas croire que tu dis toujours la même chose. Mais, à un moment donné, il y a Candy aussi qui dit le sexe est politique. Alors évidemment, on pense au premier, c'est comme s'il y avait ces échos. Elle dit ça ? Oui. Ah oui, c'est la 151. J'ai tout noté. Pour elle. Ah oui, enfin c'est c'est vrai, c'est pas dit aussi facilement que ça. C'est dans une scène, c'est au moment, je crois, parce que là maintenant je me souviens pas, mais c'est au moment de l'orgie justement, ouais. Et donc Hiro avait montré combien il était facile de concrétiser le fantasme le plus simple. Ouais. Et il y a le personnage central, enfin le narrateur, qui est très embêté puisqu'évidemment il va faire l'amour avec sa femme et avec sa maîtresse devant les yeux de sa femme, et il guette un peu les réactions de Candy et qui dit elle entretenait un idéal d'existence plus étendu, donc on ne sait pas si elle parle si elle pense à leur vie chez les parents du narrateur ou à ce qu'ils viennent de vivre, donc cette orgie. Pourquoi fallait-il que toute femme soit définie ou limitée ? Elle était déchaînée en proportion exacte de la répression absolue qu'elle voulait refuser. Pour elle, tout ça avait sa dimension politique, etc. C'est-à-dire que finalement... coucher avec plein de gens, c'est aussi une manière de dire sa liberté, et en dehors de toute morale, mais c'est immoral. Oui. Pas. Ouais. Mais parce que ce qu'on n'a pas, c'est très comique ça aussi, et je crois que je veux toujours, déromantiser des choses de fantasme, quoi. Et donc cette orgie, ce qui m'a vraiment attiré dans cette scène, c'était cette ironie délicieuse où il y a un homme qui doit essayer de cacher le fait qu'évidemment il a déjà couché avec une autre femme. Et pour moi, parce que encore une fois, c'est cette façon de salir la littérature classique, parce que je sais que je pensais beaucoup, il y a une scène dans Henry James que j'ai toujours admiré, dans un portrait d'une femme où Isabelle, l'héroïne, elle se rend compte de l'infidélité de son mari simplement parce qu'elle le voit avec une autre femme,
et lui, il est debout et la femme est assise. Et c'est cette manque de politesse qui lui dit, ah oui, donc ils se connaissent depuis longtemps, il y a une intimité là. Et donc pour moi, ma nouvelle version de ça, c'était comment ne pas montrer qu'on a déjà couché avec une femme si sa femme te voit. Et donc, mais oui, je ne sais pas aussi pourquoi le sexe toujours revient dans mes livres, c'est pas que je suis aussi obsédé que ça, mais je crois que c'est toujours très utile au point de vue et littéraire et moral, je crois, parce que je suis toujours tenté par cet effort de franchir le seuil de ce qu'on peut dire, et donc il y a toujours, je crois, des limites sur l'obscénité, et peut-être sur la comique et l'obscène, parce que je crois que on pourrait être permis une certaine liberté assez pornographique, même dans une œuvre littéraire, mais de se moquer de la sexe, de dire ah oui c'est vraiment juste un problème de politesse ou quelque chose comme ça c'est beaucoup moins permis, je crois. Et en même temps c'est cette façon avec ces personnages qui essaient je crois que la vie morale est c'est subir, qu'est-ce que je veux dire, it's at risk, c'est très il y a des moments de risque absolu dans les scènes de sexe comme ça, et c'est pour ça qu'ils sont très utiles pour moi en tant que romancier. Et le fait que c'est vrai que je refuse à croire que le niveau personnel est absolument qu'il y a un écart absolu entre ça et le niveau politique. Et puis c'est aussi des moments où on peut jouer de ce que ça induit aussi de contradiction, de tension, parce que Candide et Lubric, c'est aussi dans ces scènes-là que ça s'explicite, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une espèce de... c'était dans Politique, c'était une citation à la fin de Politique, je crois, de la philosophie d'Andy Warhol, de A à B et retour. Ouais. Le sexe et la nostalgie du sexe, Oui. donc il y a ce côté nostalgique, et en même temps dans le livre Multiple, il y a tout ce commentaire sur, je sais plus, je crois que c'est chez Stern, où tu écris que le vrai sujet comique, c'est le sexe. Et il y a les deux là, le côté nostalgique, c'est-à-dire, il y a aussi ce moment terrible où il est pris entre deux désirs, et puis il ressent de la jalousie aussi, et en particulier par rapport à l'amant de sa maîtresse. Ouais. Donc voilà, il y a ce désir triangulaire, compliqué et tout ça. Et puis en même temps, c'est hilarant, c'est très très drôle. Donc il y a cette contradiction qui est permise dans ces moments, comme la scène du sauna aussi, ou d'autres, grâce au sexe, quoi. Grâce à la pornographie ou l'érotisme qui dit autre chose que soi, quoi. Oui. Et je crois aussi que si on revient un peu au titre, parce que il y a ce passage où le narrateur, dans le sauna, quand il se culpabilise beaucoup, mais quand même, il se réjouit. Et oui, il décrit au lecteur sa vision d'une écriture future avec les tons défendus. Et je crois que ça, est donc une version d'un roman ou d'une œuvre littéraire où la distance entre le lecteur et le narrateur soit très très diminuée. Et je crois que pour moi, ça c'est toujours le sexe qui te permet d'explorer ça, parce que il y a certains sujets, c'est assez psychanalytique, je crois, où tout le monde se sent très impliqué, et le sexe est très fort comme ça. Et donc, si on veut vraiment si on veut vraiment angoisser le lecteur, le sexe est très utile pour les expérimentations comme ça. Ouais. Et puis c'est aussi une manière d'écrire autrement, c'est-à-dire c'est pas sad, c'est pas
c'est pas le roman libertin, c'est un roman très contemporain par tout ça. Et en même temps, c'est toute cette tradition aussi du roman du mariage, parce que c'est quand même un roman du mariage. Enfin, le narrateur est marié, même si ça se passe assez mal sur la fin. Et tu écris, page 91 dans la version française, le mariage, c'est une situation assez déroutante. C'est notre plus grande énigme, comme le suicide l'était à l'époque antérieure du règne de l'absurde. Oui, je pensais évidemment à Camus. Et oui, et donc ça c'est intéressant parce que oui, je pensais peut-être pas simplement moi, mais mes amis, je crois, il y a cette nostalgie presque de la guerre civile en Espagne, quelque chose comme ça, une cause absolue et on pourrait aller lutter pour la justice et tout était clair. Alors que on pourrait avoir l'impression que tu t'es perdu maintenant, qu'on n'a plus les moments comme ça. Et ce que je voulais explorer, c'était l'idée que peut-être, non, il y a toujours ces épreuves, ces luttes, mais c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus fluide. Et donc, oui, les complications de mariage, ça peut être absolument aussi grand au niveau de l'éthique que la guerre civile ou que la question de la suicide dans le mythe de Sisyphe ou quelque chose comme ça. Et oui, et donc, parce que pour moi, je sais que ce roman a été écrit un peu contre certaines idées répandues, je crois, et surtout un cliché du sérieux, parce que je crois que peut-être surtout dans le monde anglo-saxon, mais je crois c'est répandu en Europe en général, c'est cette idée que la politique, la vie publique représente la vraie vie intellectuelle. Et donc, si on veut vraiment écrire un roman grand, on doit aborder les thèmes de l'immigration, je ne sais pas. Et pour moi, je voulais vraiment dire, mais non, ce roman aussi est absolument obsédé par l'idée du sérieux, mais je crois que il veut ce roman explorer des versions différentes du sérieux, de dire est-ce que le vrai sérieux est vraiment dans la vie publique, parce que quelquefois le narrateur il pense à ça, ou bien est-ce que c'est dans la vie très intime, dans la vie sexuelle, dans la vie de couple, mais est-ce qu'un couple est vraiment la vraie vie, est-ce qu'on devrait vraiment partager la vie avec plusieurs d'autres dans une commune. Et donc ça c'est très lié aussi à la politique, à mon premier mot, et à l'évasion aussi, parce que l'évasion, il s'agissait d'un mariage aussi. Et donc oui, je peux voir comment ces idées l'idée du mariage était pour moi une prisme presque. Et à travers ça, on pourrait examiner ce concept du sérieux. Ouais, et sans se prendre au sérieux, parce qu'on peut se prendre au sérieux. Ouais. Ah oui. Tout à fait. Et alors, il y a autre chose, il va falloir que je rassemble mes dernières questions, mais c'est qu'il y a deux récits en fait dans le livre, puisque il y a cette espèce de flux de conscience continue du personnage qui passe par des grandes scènes aussi. Enfin, il y a tout un travail presque de collage de grandes scènes par un flux de conscience. Ouais. Bon. Et en même temps, il y a un second récit, c'est celui des sous-titres, qui est comme une longue phrase qui se poursuit, et qui, quand elle s'arrête, bon, je ne dis pas plus, mais on est à la fin du livre, évidemment, parce que c'est le dernier sous-titre, et puis ça nous renvoie au tout début, un peu comme chez Stendhal, c'est-à-dire, bon, vous avez fini, allez, hop, on va recommencer. Et il y a presque j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il faut que je le fasse, c'est lire le roman, mais en lisant juste les sous-titres pour voir du coup quel récit ça raconte. Et donc, pourquoi ça aussi, c'est... Bon, il y avait une raison très prosaïque. Moi, je pensais, j'avais d'abord l'idée dans ma tête de faire publier un livre sans paragraphe, sans un bloc de texte énorme. Et à un certain point, je me suis dit, mais ça va être vraiment difficile à lire. Et je ne sais pas, je veux un peu orienter le lecteur, parce qu'il y a, oui, ces étapes de la pensée. Et je ne voulais pas que ça soit perdu. Et en même temps, oui, il y avait ce côté, j'ai toujours aimé dans les œuvres plus classiques, s'il y a en marge d'une œuvre, une petite, il y a ce poème de Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, où il y a
les petits notes en marge, j'ai toujours adoré ça. Et donc je pensais à ça. Et aussi, mais quand j'ai décidé de faire ça, c'est aussi, ça me permettait, je crois, de me donner un peu de distance entre moi et le narrateur. Parce que même si je voulais explorer l'idée que moi, j'étais le personnage, je voulais permettre au lecteur de penser comme ça. Il y avait, dans ces sous-titres, dans ces intertitres, il y avait, c'était en la troisième personne. Et donc, c'était un peu la voix du romancier et pas du narrateur. Et donc ça, c'était important pour moi. Et aussi, le fait que c'est vraiment une phrase continue et un cercle aussi, c'était pour plusieurs raisons. Le fait de la continuité, c'était pour exacerber cette idée d'un piège absolu, d'un piège sans issue. Et le cercle, c'était parce que je suis sûr que je pensais un peu qu'il était comme l'un des damnés en Dante ou quelque chose comme ça. Il parle, mais il donne l'un des cercles d'enfer. Un peu aussi, je pense, j'ai fait, parce qu'à l'école, j'ai dû étudier ce roman de Camus, La Chute. Et je suis sûr, même si je n'ai pas relu depuis 20 ans, mais ça m'a vraiment marqué, je crois, cette idée et des cercles, parce qu'il s'agit toujours des cercles dans La Chute, et aussi de cette voix qui continue, et aussi qui est obsédée par l'idée de la corruption. Et il y avait aussi dans ma tête cette idée que ce que je voulais faire, c'était de corrompre le lecteur, c'était de corrompre le sympathique. Donc, et pour le dire, oui, tu penses peut-être au début que tu n'es pas que tu es très différent de cet homme très fou, mais au fond, je suis pas du tout persuadé que tu sois différent. Ouais. Et puis dans le livre, enfin dans le flux de conscience du personnage, il y a aussi toutes ces manières extrêmement différentes de qualifier l'histoire, ou de la dire. Et bon, j'ai fait qu'un relevé rapide, mais au tout début, c'est un roman de gare à l'eau de rose. Après, c'est une histoire de ma vie morale. Après, c'est une petite balade meurtrière. C'est un autoportrait avec mannequin, c'est dire le côté Pikachu de ce récit picaresque. Et puis à la fin, toute fin, c'est l'histoire d'une panique. Et donc on passe comme ça par tout un tas de qualifications possibles. Et donc le roman échappe en fait. Ouais. Il est nulle part. Non, il y a ça. Enfin, il est nulle part. Je veux dire, il est dans aucun genre prédéfini ou prédéterminé. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est le côté presque tarantinesque, de l'histoire de gangsters. Mais des gangsters très amateurs. Oui, très amateurs, c'est ce qui aussi les rend très drôles et en même temps c'est tragique. Oui, mais cet art en plastique, toujours le jeu et le factice, mais qui va mener à une vraie violence. Donc il y a aussi tout un travail sur la violence aussi, la question de la violence et de la représentation de la violence. Oui. Et c'est vrai que parce que c'est la première fois que j'ai essayé d'aborder cette question de la violence. D'abord, c'était vraiment difficile pour moi que je savais comment faire le sexe dans un roman. Ça, j'étais habitué à ça. Et au début, je pensais, mais je ne sais pas comment faire la violence. Je ne sais pas comment le faire dans ma manière. Et donc, il y avait un matin, je me suis rendu compte, mais on peut le faire exactement comme le sexe. Donc tu dois le subir aux lois de la prose, donc ça va amener la comique, mais ça va aussi amener une certaine terreur aussi. Et parce que je suis toujours intéressé parce que j'adore les films de Tarantino et des trucs comme ça, mais je suis toujours étonné comment on peut les admirer, parce qu'on sait que dans la vraie vie, les moments de violence sont très rares, et même si quelqu'un hurle dans la rue, c'est absolument terrifiant. Donc, et ça, dans un film, ça serait rien. Et donc, c'était ce décalage entre les représentations et la vie que je voulais aborder. Mais oui, je n'avais pas du tout constaté cette liste de définition du roman dans le roman, et ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que c'est vrai que moi aussi j'essayais parce que je crois que
ce roman, plus que les autres, m'échappait aussi. C'était très difficile pour moi à écrire parce que j'avais toujours l'impression dans ma tête que le matériau m'abordait. C'était trop. Il y avait toujours trop sur ma main et sur mes mains. Et donc, je suis sûr que ces petites définitions étaient des tentatives pour moi aussi de contrôler ce qui se passait parce que. Mais ce que j'aime beaucoup dans le roman, c'est qu'il y a cette façon assez incontrôlable dans le livre. Oui, tout à fait. Et alors peut-être pour finir, c'est comme on est sous une verrière et qu'on a un temps londonien. Ouais. Juste pour toi, aujourd'hui, par une phrase, enfin une définition qui est donnée du roman, quelque part, si je retrouve. Je sais plus, il y a un moment donné, mais j'ai cru noter le bon endroit, mais c'est pas. En fait, je t'en souviendrai. Il y a un moment donné, il y a une théorie du livre comme un hamburger. Ah oui, ouais. Je me souviens. Donc c'est à la fois pas sérieux, c'est-à-dire l'objet de la métaphore est évidemment pas. Mais je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi de ton écriture, c'est-à-dire le côté strat. Le côté, il reste le pain, enfin le burger, c'est-à-dire la couverture, et puis on met des choses très différentes dedans, et puis ça donne quelque chose d'à la fois, j'allais dire presque quotidien ou trivial, c'est-à-dire c'est un livre qu'on peut lire juste parce qu'on a envie de rire ou d'avoir peur d'ailleurs ou de s'angoisser, enfin voilà, comme une lecture un peu facile, et en même temps c'est un très grand roman littéraire. Donc il y a ce contraste aussi là très fort. C'est-à-dire on peut parler de Calvino à propos de ce livre, de Proust, etc. Puis on peut le lire aussi comme une version romanesque de la bande dessinée. Donc c'est un roman burger. J'adore ça. Oui, je crois que je pensais beaucoup à. Oui, c'était l'idée qu'un roman aussi c'est quelque chose qui est construit en strates. Et je sais que. Mais ce que j'aimais dans le métaphore, c'était que c'était assez vulgaire et un peu dégoûtant en même temps. Et donc, l'idée de roman qui était engraissé et tout ça, ça m'amusait beaucoup. Mais c'est vrai que aussi quelque chose d'un peu molle et fluide et un peu dégoûtant. Parce que pour moi, je voulais faire. Je sais que. Il y a longtemps, en fait, quand j'étais à Paris, quand j'étais très jeune, et c'était la première fois que je pense que j'étais ici pour essayer d'apprendre le français quand j'avais 15 ans, pour 2 semaines. Et j'ai vu, il y avait une exposition au Beaubourg sur l'informe et sur les idées de bataille. Et je sais que cela m'a vraiment marqué parce que j'ai toujours, à ce point-là, j'étais absolument moderniste, j'étais obsédé par les idées de T.S. Eliot, de Pound, mais pour eux, la forme était très ciselée, c'était très très clair. Et d'un coup, j'ai découvert cette autre tradition anti-moderniste, de lyriste, de bataille, et où c'était vraiment l'informe et le début et les choses très bas qui les intéressaient. Et je pense que je suis toujours pris dans un va-et-vient entre ces deux idéaux. Et ici, je voulais vraiment faire quelque chose d'informe. Et c'est pour ça que c'était vraiment une fluidité que je recherchais. Et donc le hamburger, pour moi, c'était mon petit éloge de bataille. Super, ça fait une super conclusion.